Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Un prévenu devant la cour criminelle pour des viols en série. 6 victimes présumées accusent Sheldon Emmanuel, un ressortissant Saint-Lucien de 29 ans. L'homme, lui, nie les faits qui lui sont reprochés. Le compte-rendu d'audience dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, près de la moitié des déchets médicaux échappent au circuit de collecte sécurisé. Comment l'expliquer? Quels sont les bons gestes à adopter? Élément de réponse dans quelques minutes. Et puis, vous verrez qu'une yole ronde partira cette semaine pour le Sénégal à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre entre Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. L'association Yole Ronde Transmanche a mis sur pied un projet culturel et mémoriel. Les derniers coups de pinceau sur l'embarcation sont en cours. Et on débute donc avec cette nouvelle affaire de viol qui intéresse la cour criminelle de Martinique depuis ce matin. Un ressortissant Saint-Lucien comparaît pour des faits présumés d'enlèvement, de séquestration et de viol sous la menace d'une arme à feu entre décembre 2022 et février 2023. 6 plaignantes sont présentes à l'audience. De son côté, l'accusé de 29 ans nie toujours les faits. Le compte-rendu de Ryan Agnès. Ce matin s'ouvre devant la cour criminelle de Martinique le procès de Sheldon Emmanuel. Ce Saint-Lucien de 29 ans est jugé pendant 3 jours. Il est accusé d'avoir enlevé, séquestré et violé plusieurs femmes sous la menace d'une arme à feu entre décembre 2022 et février 2023. 6 plaignantes sont présentes à l'audience. Et pour cette première journée, la cour entend des experts, psychologues et psychiatres dressent le portrait d'un homme décrit comme impulsif, méfiant, mais sans trouble mental et donc pénalement responsable. L'accusé, lui, a pris la parole tôt ce matin et a continué de nier les faits. Cette première journée est largement consacrée aux experts. Un psychologue décrit l'enfance de l'accusé marquée par la violence et l'absence de cadre sécurisant. Il parle d'un homme sans repères solides, balançant entre soumission et toute puissance dans la relation à l'autre. Un profil autocentré avec un déni présenté comme un mécanisme de défense puissant. L'accusé, lui, maintient sa position. Il nie les faits dès le début de l'audience ce matin. Il reconnaît seulement avoir détenu un revolver qu'il dit avoir trouvé près d'un bananier. Pour la première avocate des parties civiles, ces déclarations interrogent. Parce qu'on a un accusé qui, comme il a pu le faire au cours de l'instruction, essaye encore une fois de... alors non pas se défendre, parce qu'à la limite, ça peut se comprendre, mais de se défiler. Et en répondant systématiquement à côté, ou en donnant des informations qui sont inexactes, et dont tout le monde peut se rendre compte assez facilement qu'elles sont inexactes. Donc c'est vrai que ça promet d'être un peu long et très éprouvant, en tout cas pour les parties civiles, ça l'est. À la barre ensuite, l'expert psychiatre évoque un homme froid dans le contact, méfiant et réticent pendant l'expertise. Elle révèle une impulsivité et une faible tolérance à la frustration. Mais elle affirme qu'il ne présente aucun trouble mental et qu'il est donc pleinement responsable pénalement. Selon elle, dans l'hypothèse où les faits seraient établis, une frustration ponctuelle pourrait expliquer un passage à l'acte. Elle souligne aussi une incapacité à exprimer de l'empathie. Malheureusement, sa défense n'est pas appropriée parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des mensonges et des contradictions certaines. Mais de toute façon, ce qu'elles attendent au final, et je me permets de le dire au nom aussi de mes confrères qui interviennent pour les parties civiles, c'est que ce monsieur soit condamné, et si possible de la façon la plus maximale que possible, pour que ces prédateurs ne puissent, en tout cas celui-ci, sévir à nouveau en Martinique. Au terme de cette première journée, plusieurs zones d'ombre subsistent. Des incohérences apparaissent dans les déclarations de l'accusé, sur son identité, son parcours et sur certains éléments personnels laissés sous silence. Le procès se poursuivra demain. À la une aussi de l'actualité, que deviennent les dispositifs médicaux utilisés à domicile? Seringues, aiguilles ou encore stylos injecteurs usagés sont des déchets à risque qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Mais dans les faits, près d'1 sur 2 échappe encore au circuit de collecte sécurisé. Dorian Cayuela. Chaque jour, des milliers de déchets médicaux utilisés à domicile disparaissent sans que l'on sache vraiment ce qu'ils deviennent. Derrière ces objets du quotidien se cache pourtant un enjeu sanitaire discret mais bien réel. En pharmacie, le dispositif de récupération est bel et bien gratuit.
Nous disposons effectivement par l'intermédiaire des dasseries de plusieurs contenants pour éviter justement que les déchets n'arrivent dans l'environnement sans être jetés correctement. Donc on a notamment les boîtes jaunes comme ça dasseries avec deux formats de contenants qui permettent de récupérer essentiellement les déchets stylos, injections, aiguilles, hors électronique. Et ensuite on a les boîtes violettes comme ceci pour tous les déchets avec de l'électronique. Sur le territoire, près d'un déchet médical sur 2 n'emprunte pas la filière adaptée, mettant en danger la santé des agents de collecte et de tri, exposés à plus d'une trentaine de pathologies, dont le VIH ou l'hépatite. Alors la difficulté que l'on rencontre en Martinique, c'est que les quantités qui sont effectivement collectées sont trop faibles. Donc ça veut dire que ces déchets partent dans d'autres circuits que le circuit sécurisé. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est que nous ne récupérons que un peu plus de 50% des dispositifs médicaux qui sont utilisés. Nous devons sensibiliser donc les personnes concernées et leur entourage, les aidants familiaux, la famille, etc., à bien aller chercher la boîte, la remplir et la ramener en pharmacie. Ces petites boîtes sont indispensables au bon fonctionnement de la filière et permettent de protéger celles et ceux qui œuvrent chaque jour à la préservation de notre environnement. Comment changer notre modèle économique? Comment pousser les entreprises à s'investir dans des projets à forte utilité sociale? Des questions que l'on se pose ce soir à la veille de l'Esus-Tour en Martinique. Notre invitée, Corinne Concy, est ambassadrice du mouvement des entreprises écologiques, sociales et solidaires. Bonsoir Corinne Concy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous êtes ambassadrice du MOVES, mouvement d'entreprise, via votre entreprise, Kaléidoscope d'Hommes. Très concrètement, lorsque l'on parle d'entreprise sociale et solidaire, lorsqu'on parle de ce MOVES, de quoi parle-t-on ? Alors, on parle d'entreprises qui mettent l'efficacité économique au service de la réponse aux problématiques écologiques et sociales sur le territoire de la Martinique et sur le territoire français d'une façon générale. Et le MOVES, c'est un mouvement, comme ça l'explique, qui défend et représente les entreprises écologiques, sociales et solidaires de France. Et c'est tout logiquement que la Martinique va faire partie de ce mouvement. Donc, du coup, j'ai intégré le mouvement en 2024 avec Kaléidoscope. Voilà. Et donc, demain, l'Esus-Tour fait escale en Martinique, j'ai envie de dire, puisqu'il y a déjà eu plus d'une dizaine de dates dans l'Hexagone. Quel est l'objectif de cet Esus-Tour ? Alors, l'Esus-Tour alors, on peut déjà préciser que le MOVES fait de l'Esus, en fait, un statut qu'il est nécessaire de promotionner et qui peut être celui qui permet de bien présenter et distinguer, en fait, les entreprises écologiques, sociales et solidaires. Parce que ESUS, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est bien ça. Voilà, et l'ESUS, c'est entreprise solidaire d'utilité sociale, effectivement. C'est un agrément qui est prévu par la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, qui a été en cours de révision en 2024, au bout de 10 ans, donc qui est encore, en fait, dans un processus de révision. Justement, le MOVES au niveau national défend le cadre ESUS, en fait, et du coup, un certain nombre d'activités de lobby qui permettent effectivement de proposer un plaidoyer, des propositions dans ce cadre-là. Donc l'Esus-Tour est une façon de porter en fait la promotion et de promotionner en fait l'agrément ESUS sur le territoire français. Du coup, c'est tout naturellement, en tout cas, que la Martinique dispose d'une étape et que nous co-organisons demain. Voilà. Quels sont les critères qui permettent de bénéficier de cet agrément ESUS ? Je crois qu'il y a des questions de salaire, notamment d'écart de salaire, de distribution de la valeur ajoutée, des choses comme ça ? Alors, la base, c'est être une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, du coup, la loi de 2024 a ouvert la possibilité. On connaissait les entreprises un petit peu classiques, les associations, les mutuelles, les coopératives. Et en fait, la loi de 2024 a permis à des sociétés commerciales aussi et des fondations de pouvoir intégrer cette dimension d'économie sociale et solidaire. Maintenant, ça, c'est un premier niveau. Donc, du coup,
pour s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, il faut répondre à des critères. Et ces critères de base-là sont nécessaires déjà pour un premier niveau de reconnaissance. Maintenant, quand on veut être agréé ESUS, il y a quand même des éléments complémentaires qu'il faut faire valoir. Et notamment, il faut pouvoir prouver en fait son utilité sociale. Donc du coup, sur quelle activité, et par le biais des activités, démontrer en fait qu'on a un impact en matière d'utilité sociale sur le territoire. Voilà. Vous pensez qu'il y a un intérêt particulier pour notre territoire? Est-ce que de plus en plus d'entreprises s'inscrivent dans ce type de démarche? Alors aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que le statut ne suffit plus. Les associations, d'une façon générale, il y a toutes sortes de types d'associations avec des activités différentes. Donc du coup, il ne s'agit pas de dire je suis en association, je suis ESUS de fait. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des critères quand même complémentaires et le fait effectivement de généraliser cet agrément peut permettre de distinguer ceux qui y sont, ceux qui ne sont pas. Donc du coup, il y a les entreprises de l'économie sociale et solidaire et à l'intérieur des structures de l'économie sociale et solidaire, on va avoir en fait des structures qui respecteront en tout cas le cadre de l'agrément ESUS. Voilà. Un dernier mot, Corinne Concy, quel est le programme pour la journée de demain? Je sais qu'il est déjà à guichet fermé, si on peut parler ainsi, mais pour ceux qui nous regardent, tout de même leur donner un petit aperçu de ce qu'il se passera demain. Alors c'est vrai qu'il y a une forte attente, parce qu'on a beaucoup d'inscrits en fait pour cette rencontre, c'est intéressant. Ce qu'on va faire en 3 temps, en fait, la rencontre, une conférence introductive sur la question qu'est-ce que c'est que l'agrément ESUS, donc on ne peut pas tout dire ce soir. Qu'est-ce que c'est? Des témoignages en fait, de structures qui sont agréées avec leur parcours, les bonnes pratiques, les pièges à éviter, etc., etc. Des témoignages de structures qui veulent l'être en Martinique, celles qui se questionnent, et puis on aura le point de vue du financeur. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième temps, c'est un atelier sur les foncières solidaires. Alors les foncières solidaires, ce sont des structures justement agréées ESUS, donc du coup, pour pouvoir démystifier un peu cette question-là, parce qu'on a des thématiques et des problématiques d'immobilier, d'accès à l'immobilier, d'indivision, d'accès à l'immobilier, que ce soit des structures de l'ESS, mais aussi les populations fragiles, les foncières solidaires peuvent être une alternative intéressante. Donc du coup, on a des témoignages de 3 foncières solidaires au niveau national qui interviennent sur différents secteurs, qui vont venir prendre part au débat, discuter, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire au regard des problématiques que les acteurs connaissent eux-mêmes. Et puis le troisième temps, ce sera pour pouvoir poser bien sûr la suite. Il ne s'agit pas de faire un coup ou simplement une rencontre. L'objectif, c'est quand même prospectif, de mettre en place des actions très concrètes pour évoluer, faire évoluer, grandir ensemble. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Corinne Concy. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous représentiez ce soir le MOVES via votre entreprise Kaleidoscope. Merci à vous. Merci beaucoup. On poursuit avec cette initiative organisée dans le cadre du 50e anniversaire de la rencontre entre Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Une yole ronde traversera bientôt l'Atlantique afin de rejoindre le Sénégal. En attendant, l'association Yole Ronde Transmanche, à l'origine de ce projet de coopération culturelle et mémorielle, peaufine la finalisation de l'embarcation. Le reportage de Jean-Marc Carton. Ils sont 6 étudiants en arts plastiques mobilisés depuis une semaine autour de la yole ronde. Encadrés par des professionnels, ils participent à une expérience unique mêlant création artistique, transmission culturelle et coopération internationale. Pour eux, ce projet est à la fois un terrain d'apprentissage concret et un engagement mémoriel fort. Travailler avec des graffeurs, ça me permet de voir comment ils procèdent, la technique, le réel temps que ça prend, le matériel dont on a besoin, donc que ce soit techniquement ou même dans la pratique. C'est une grande fierté puisqu'on participe à un projet qui va relier la Martinique et le Sénégal. Donc il y a tout ce trajet qui se fait, cette reconnexion à la terre-mer qui est vraiment super. Je participe à un projet international qui va vraiment être vu par pas mal de personnes. Les travaux vont en plus rester de façon permanente au Sénégal. Donc c'est vraiment super pour la carrière. Je pense que ça peut peut-être nous amener à peindre de nouveau sur des yoles. Qui sait, peut-être qu'il y aura une nouvelle yole qui va voir le jour et qui s'appellera le Campus Caribéen des Arts, où tous les étudiants pourraient participer, mettre leur touche personnelle, je ne sais pas, qui sait.
2 graffeurs professionnels portent la direction artistique de l'Aïol. Leur travail donne une identité visuelle contemporaine à l'embarcation, en dialogue avec l'histoire et les symboles de la Martinique et du Sénégal. Une création qui fait le lien entre art urbain, patrimoine maritime et mémoire partagée. Tu as le nom véritable de la Martinique, qui est Iwana Kaera, et puis tu as le nom du Sénégal, Sunugal. Et en fait, on est parti de ça déjà à la base. Et puis par la suite, comme c'est un hommage aussi aux deux grands hommes que sont Aimé Césaire et Senghor, donc il y aura des textes qui vont relater en fait leur travail justement à travers la négritude. Christophe Maire coordonne l'ensemble de la résidence artistique. Il assure le lien entre les artistes, les étudiants et les partenaires institutionnels. Son rôle est central pour garantir le respect du calendrier, la cohérence artistique et le sens mémoriel de cette coopération culturelle. Cette histoire commune, justement, crée le lien qui est un lien essentiel parce que c'est un lien d'abord maternel et filial qui nous ramène à nous-mêmes. Aujourd'hui, je crois que retourner avec l'Aïol au Sénégal, donc faire le chemin inverse dans un bateau pour retrouver de manière volontaire sa filiation, son ascendance. Je crois que nous partons pour un bel larel, quoi. À travers ce don culturel, l'Aïol ronde, patrimoine vivant de la Martinique, se transforme en symbole universel de fraternité et de dialogue entre les peuples. Un geste fort, ancré dans l'histoire, tourné vers l'avenir. De l'Aïol au Gommier, il n'y a qu'un pas que nous franchissons ce soir en prenant la direction du quartier Californie au Lamentin, fief de l'association Gommier et Tradition. Une rencontre intergénérationnelle y était organisée hier pour une formation inversée avec les enfants dans le costume des formateurs et les parents en tant qu'apprentis marins. Jean-Marc Carteron. Une main sous le rebord et faites attention à vos pieds au rondin. Apprendre en famille, mais à contre-courant. Sur le sable, ce sont les plus jeunes qui montrent la voie. Une manière ludique et symbolique de préserver un savoir-faire traditionnel. Il va falloir commencer par monter dans le bateau. Alors pour monter dans le bateau, on va faire passer les jambes, c'est dans des bois à côté de nous. Moi, je viens tout juste de m'installer en Martinique. C'est mon 3e jour et je découvre un peu l'initiation à l'Aïol martiniquaise. Formés depuis plusieurs mois à la pratique du gommier, ces jeunes passionnés transmettent leurs gestes et leurs connaissances à leurs parents avant une sortie en mer très attendue. J'apprends à mes parents à faire du gommier et à faire aussi après peut-être de l'aïeul. C'est un peu dur quand on débute, mais après je pense que ça va aller. Habituellement spectateurs, les parents changent de rôle. Encadrés par leurs propres enfants, ils découvrent les bases de la navigation traditionnelle et mesurent l'exigence de cette pratique. Une très très belle expérience. Il m'a expliqué vraiment toutes les postures, comment se tenir sur le bois dressé, d'être vigilante aux aguets dès qu'il y a une petite rafale. Donc je crois qu'il a pris son rôle très au sérieux en tout cas. Quand on virait de bord, elle se mettait pas dans l'autre côté des bois dressés. J'étais un petit peu inquiet parce que en fait, j'avais peur qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal. Swan m'en parle tout le temps, il adore venir à son club. Donc j'avais vraiment hâte de venir et il ne m'a pas donné le choix de toute façon. J'avais beaucoup d'appréhension, je n'étais pas très rassurée, jusqu'à la dernière minute j'ai hésité, mais ça s'est très bien passé au final et je suis très contente. À l'origine de cette initiative, l'association Gommier et Tradition mise sur la transmission et la valorisation du patrimoine local en impliquant toutes les générations. Aujourd'hui, c'est les enfants qui avaient la connaissance et qui ont appris à leurs parents à faire. Donc la transmission a été inversée puisque les enfants ont fait leurs parents découvrir l'activité et les ont amenés sur l'eau à développer la technique du bois dressé, à montrer comment on gère la voile, comment on gère la direction, le gouvernail et la pagaie lorsque c'était l'aïeul. Donc nécessairement, on a inversé tout ça et ça a été pour le plus grand plaisir des parents et des enfants. Sur terre comme en mer, le gommier continue de tisser le lien entre les générations. Une tradition vivante portée aujourd'hui par ceux qui feront peut-être la course de demain.
Et cette semaine, il n'est pas question de voile traditionnel, mais d'une discipline plus récente et en plein essor. La première édition de la Martinique Wing Adventure réunit 16 participants jusqu'à samedi. Il s'agit de la première compétition de wing foil en Martinique à dimension internationale. Je vous propose de découvrir ce soir les forces en présence avec Robert Beauregard. Je pense qu'on est 4 à pouvoir gagner, donc avec toutes les conditions différentes, ça va être celui qui sera le plus polyvalent. Et il va y avoir aussi un sacré challenge physique, ils ne sont pas encore au courant, mais ça fatigue à la fin de la semaine. Et donc aussi un challenge tactique, parce que c'est longue distance, donc il faut tirer les bons bords. Je suis bien parti, on va dire, cette année pour le championnat du monde. Je suis pour le moment 5e. Le but, c'est de terminer dans le top 3. Donc, il y a 2 petites places à aller chercher. Il va falloir se battre parce que voilà, c'est ceux qu'on retrouve ici. Donc, on retrouve Oscar, Bastien, Thomas, et qui sont super bien placés sur World Tour. Donc, on s'entraîne et on se bat ensemble sur l'eau. Mais voilà, le but, c'est de terminer dans le top 3 et de terminer devant tout le monde. Donc on s'est bien entraîné à 3 pour la semaine nautique. Et puis là, ça va être aussi un bon entraînement plus longue distance, être calé sur du long terme et rester performant sur du long terme. Donc on verra ce que ça donne. Prendre de l'expérience sur les longues distances puisque je fais vraiment pas beaucoup de longues distances en Guadeloupe et m'amuser, découvrir un peu la Martinique et voilà. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial de Cluny à Schellcher de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Le procès pour viol de Sheldon Emmanuel s'est ouvert ce matin devant la cour criminelle. Ce ressortissant Saint-Lucien aurait commis plusieurs agressions entre décembre 2022 et février 2023. Lui continue à nier les faits. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale.